Hello à tous et bienvenue dans l'Expression, le podcast qui donne la parole à tous ceux qui ont décidé de faire du partage et de la transmission leur profession ou leur passion. J'ai le plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode placé sous le signe de la joie et de la bonne humeur, mon amie Nadia Kada, étudiante en LEA PME Export. Aujourd'hui, elle est avec nous pour parler de son expérience d'échange universitaire franco-coréenne. Bonjour Nadia. Coucou. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Il n'y a pas de souci. Et avant de commencer véritablement, je vais te laisser te présenter. La pression. Ouais. Donc moi c'est Nadia, voilà. Là je suis en master, donc LEA toujours en anglais-coréen, PME Export du coup, c'est ma spécialité. Et voilà, la fac d'Aix. Et l'année dernière je suis partie en Corée, voilà, pour faire mon petit échange, comme tu le sais très bien. Et bah, parfait. Alors déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le LEA PME Export ? Alors, le LEA PME Export, du coup, c'est la suite de ma licence que j'ai fait, donc j'ai langue étrangère appliquée, donc on fait... En fait, c'est une licence et un master pluridisciplinaire où on va faire de l'anglais, une deuxième langue, donc pour moi c'est le coréen, mais il y a quasi tout, japonais, chinois, russe, polonais, il y a vraiment tout ce qu'on veut. Et avec ça, on va faire du domaine d'application, donc du droit, de l'économie, de la gestion, du marketing, et tout et n'importe quoi. Mais c'est vraiment pour qu'on soit spécialisé un peu dans tout et en même temps dans rien. C'est un peu paradoxal, mais en gros, c'est ça. Et donc, du coup, mon master, c'est la continuité de ma licence. Et il y a 3 parcours et j'ai choisi le PME Export parce qu'en France, on est quand même un peu nul dans les PME. On n'est pas très très pro, on n'est pas très spécialisé. Et il y a du potentiel et en vrai, ça peut être cool. Je sais pas forcément ce que je veux faire dans la vie plus tard. Donc, je fais et on verra. Attends, je vais essayer de couper la sonnerie. Voilà. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux comme ça préciser qu'est-ce qu'une PME ? Une PME, c'est... En fait, il y a plusieurs catégories d'entreprises en France. Et donc tu as les grandes entreprises et tu as les petites et moyennes entreprises. Donc là, pour mon cas là, ce sera les petites et moyennes entreprises. On les définit par rapport au nombre d'employés généralement. Et ils ont un barème de capital par an. Et généralement, il me semble que c'est entre une 50aine d'employés et à peu près 249. Au-delà de ça, on va caractériser ça comme une grande entreprise. D'accord. Voilà. Parfait. Et pourquoi coréen ? Parmi, du coup, s'il y avait vraiment toute une liste de langues possibles et imaginables, pourquoi t'es tournée spécifiquement ? La question qui tue. La question qui tue, finalement. Quand j'étais au collège, en vrai, même quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup le Japon, les animés, les mangas, j'étais trop fan. Et en grandissant, je suis tombée sur la K-pop, vraiment au hasard, quand j'étais au lycée. Oh non, au lycée, qu'est-ce que je raconte, au collège. Et je suis devenue fan. Voilà, c'est resté. J'ai essayé d'apprendre quand j'étais plus jeune, mais ça a un peu flop. Parce que tout seul à la maison, c'était dur. Et à 11 ans, qu'est-ce que tu veux apprendre le coréen tout seul à la maison ? C'est pas possible. Et c'est resté, même si je suis devenue un peu moins fan de K-pop et de drama avec le temps. Je me suis dit que si je pouvais apprendre le coréen, ça pouvait quand même être cool parce que j'ai un bagage, je connais, ça m'est pas inconnu. Et quand j'ai vu que j'avais l'opportunité de le faire niveau débutant, je me suis dit, je vais demander et je verrai. Et du coup, ça a fonctionné. Exactement. Et l'apprentissage t'a plu ? Ouais, franchement, en plus à Aix, on a de la chance dans notre fac d'avoir des profs coréennes qui sont incroyables, qui ont des tonnes et des tonnes de diplômes français en plus, donc elles parlent aussi bien français que coréen et elles sont géniales, quoi. Donc c'est trop bien. Oui. Est-ce que tu dirais que cet apprentissage-là, du coup, dans le format où tu as eu des professeurs natifs, dont c'est la langue maternelle, est-ce que tu as vu une plus-value dans la pédagogie ? Oui et non, parce qu'en fait, c'est des profs du coup qui se sont adaptés au système français et qui du coup vont être à moitié calqués sur le modèle coréen. Oui. Donc un peu strict, un peu on doit être là à chaque cours, on prend la présence. Il va y avoir ce côté très très strict et d'un côté, il va y avoir ce côté très très français. On va tout expliquer point par point. Le cours est en français d'ailleurs, il n'est pas du tout en coréen. Ah, d'accord. On nous parle en français et elle nous explique du coup les points grammaticaux.
les points grammaticaux coréens, mais en français. Et ça, par exemple, je trouve que c'est dommage, parce que je pense qu'on pourrait très très bien comprendre tout le cours en coréen, ça serait même mieux. Peut-être que du coup, ça vous permettrait d'être plus dans une immersion, si on faisait tous les cours en coréen. Oui, ça serait mieux. Et après, je pense qu'il y a des cours de langue, je sais pas comment c'est dans les autres cours, mais qu'il y a des profs qui font tout dans la langue. Par exemple, il y a des cours d'anglais où le prof il va nous dire, dès que vous entrez dans la salle, on va tout faire en anglais de A à Z, et je pense que c'est ça qu'il faut faire et qui serait mieux. Mais après, je pense que comme c'est une langue qui est très très étrangère, les profs ont peut-être peur de nous brusquer et ils veulent être peut-être sûrs qu'on comprenne tout, mais moi je trouve ça dommage. Après, c'est vrai que alors moi c'est pas une langue orale, mais à la fac de lettres je prends des cours de langue des signes, et en fait là factuellement notre prof n'a pas la capacité physique de nous entendre et ni de converser avec nous oralement. Donc en fait je suis arrivée le premier jour, il s'est mis à signer. C'est vrai qu'au bout de 2 cours t'es obligé de comprendre et de parler en fait. C'est ne serait-ce que dire monsieur je peux aller remplir ma bouteille d'eau. Faut très vite comprendre comment signer bouteille d'eau, remplir. Oui, c'est ça. J'avais vu ça l'année dernière, j'ai eu cours de linguistique que je trouvais que c'était éclaté, mais en fait c'était très très intéressant parce que du coup on nous apprend comment on apprend et comment ça fonctionne, et en fait c'était pas en immersion totale, en fait tu vas quasiment pas y arriver. Et c'est juste dommage qu'à la fac ce soit comme ça, parce que mine de rien je suis maintenant en master et j'ai pas un si bon niveau que ça, alors que je pourrais avoir un niveau de fou si tout le temps on était en immersion totale. Ça fait la parfaite transition avec la Corée. Oui. Et sur du coup l'usage de la langue en Corée. Donc là-bas nécessairement t'as dû énormément évoluer et acquérir un niveau de dingue, j'ai envie de dire. Je trouve pas d'autres mots, mais... Du coup, en fait là-bas j'avoue qu'ils parlent pas trop anglais. Ils se débrouillent, mais la plupart du temps en fait il faut réussir à se faire comprendre, donc on parle coréen. Au début j'avoue que c'est très c'est surprenant, parce que du coup dans ma tête je me dis mais si je vais parler anglais ils vont comprendre, mais en fait non, parce qu'il y a beaucoup de vieux qui travaillent et les vieux ils comprennent pas. Quand tu prends un taxi, le taxi peut-être qu'il va pas comprendre, il va vouloir te parler et tu vas devoir lui répondre, il va falloir lui répondre en coréen même si tu sais pas trop parler. Pareil en cours. J'avais 2 cours en anglais et mon cours de coréen il était entièrement en coréen, mais le premier jour où je suis arrivée j'étais larguée quoi, parce que elle parlait couramment, elle expliquait tous les points de grammaire, les exemples, elle faisait des blagues en coréen, et avec mes copines on était là en mode mais qu'est-ce qu'on fait là, on ne comprend rien. Et c'est au bout de quelques jours, une dizaine de jours, que petit à petit on s'y habitue et qu'on commence de plus en plus à parler, mais c'est vraiment cette immersion qu'il faut si on veut vraiment apprendre une langue, sinon c'est, je pense, quasi impossible, ou faut être un crack. Oui. Puis après, voilà, c'est une fois que du coup, finalement la période de transition est passée. Après, ça va. Oui, voilà, commander au restaurant. Puis après, surtout, on les entend parler. Donc, tu vas reprendre les expressions qu'ils vont dire, tu vas apprendre des mots, ils vont te reprendre aussi. Donc, ça, c'est super. Et même, en vrai, les profs coréens, ils sont là pour nous aider aussi. Donc c'est cool. Puis, dans l'apprentissage de la langue... je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est aussi apprendre les véritables expressions qui sont employées par les natifs. C'est ça. Parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Ouais, c'est ça. Et là, de les découvrir dans un contexte, du coup, on comprend un peu les blagues qui se font. Oui, c'est ça. Là, par exemple, ma prof en France, parce qu'elle doit avoir peut-être 60 ans, donc elle, quand elle nous apprend le coréen, elle nous apprend son coréen à elle. Donc le coréen peut-être des années 80, voire 90, et c'est comme si moi là je te parlais avec le français des années 80-90, je te parle un vieux français quoi. Oui. Et on comprend parce qu'on parle français, mais... Ouais voilà, mais je me rappelle elle nous dit oui, ça si vous utilisez telle particule, et c'est un peu has-been, on va un peu se moquer de vous, ça va pas être cool. J'arrive en Corée, tout le monde le dit. Tout le monde. Et du coup j'ai repris l'expression parce que je me dis mais en fait tout le monde le dit. Donc c'est qu'il faut que je le dise. Et en fait, elle utilise la manière plus soutenue de le dire, mais du coup, en fait, elle, quand elle va là-bas et qu'elle utilise ses expressions à elle, c'est pas choquant. Moi, en tant que jeune, je peux pas parler comme elle parle. Et ça, parce que du coup, elle, dans son groupe social, ils emploient, du coup, je suppose, tous la même expression. C'est comme si nous, ça me choquerait d'entendre ma mamie
parler avec les mêmes expressions que nous. Oui, voilà, ta mamie dire mon pain, je pense que voilà quoi. Ça serait un peu bizarre. Voilà, ma mère dire ah, la boulangerie est ouverte. Oui, voilà. Par exemple. Exactement. Alors, au cas où, pour ceux qui nous écoutent, la boulangerie ne désigne pas un lieu où on vend du pain. Au cas où. Au cas où, mais davantage comment dire, as-tu une phrase un endroit propice pour faire des rencontres de belles personnes. On a choisi. Que on a choisi. Très précis. Très précis. Mais très bonne explication. On va la garder celle-là. Oui, du coup, tout ça pour dire les expressions. Du coup, ce qui va très bien en plus avec le thème du podcast. Exactement. Voilà, les expressions. Sans transition, quelle a été ta motivation pour faire un semestre à l'étranger ? Alors, c'était un très très long périple. Parce que, donc quand j'étais au lycée, pendant la phase Parcoursup, de base, moi, je voulais faire médecine. Mais comme je cherchais d'autres formations, je connaissais une fille qui faisait LEA à Lyon. Et quand je lui ai demandé, ah mais oui, mais du coup tu fais coréen, machin et tout, elle m'avait dit que y avait la possibilité de partir en échange. Donc moi j'étais restée un peu sur cette idée-là. Donc finalement, voilà, je suis partie en LEA. En L1, en fait, les profs nous mettent la pression de zinzin. Et ils nous disaient que c'était très dur, qu'il fallait avoir les meilleures notes, qu'il y avait que les meilleurs qui partaient. Et surtout en Corée, c'est très très spécial parce que y a des quotas de notes. C'est-à-dire que si on est 30 dans la classe, il va y avoir que 20% de la classe qui va être capable d'avoir la note maximale. Si moi, mon travail, je mérite 20, mais qu'une fois j'ai été absente, ou 2 fois, mais que ma collègue, elle mérite aussi 20, mais qu'elle, elle a jamais été absente, et ben c'est elle qui va avoir le 20 par rapport à moi. Et donc mon prof, il nous mettait vachement la pression sur ça, et je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans un environnement aussi stressant sur les notes, sachant que je suis pas brillante à l'école non plus. Donc je savais pas trop, et j'avais un peu abandonné l'idée au fur et à mesure de la L1. Et en L2, je parlais avec une copine à moi qui me disait non mais fais le dossier et tu verras. Et sur un coup de tête en fait, j'ai commencé les démarches. J'ai payé le TOEIC un bras, je me suis dit écoute, tu l'as payé, t'as intérêt de partir. Et toute seule, je me suis mis la pression de fou. J'ai bossé de malade mon premier semestre de L2. Et bon, j'ai pas eu les universités que je voulais en Corée, mais j'ai été prise. Et en fait, c'est le principal. Voilà, et en fait, les profs ils mentent. C'est super simple. Ils prennent tout le monde. Il y a 50 places, 50 personnes ont été prises. Enfin, donc en fait, je me suis mise un peu la pression pour rien. J'ai été prise dans une très très bonne université quand même. T'as été prise où du coup ? À Busan, dans le sud, la deuxième ville la plus grande de Corée. Du sud, je précise. Oui. Voilà, quand même. Et du coup, en fait, finalement, j'avais pas tant de motivation parce que j'ai fait ça sur un coup de tête sans réfléchir comme la plupart du temps. Mais puis je voulais partir en Corée, c'était un peu mon rêve de partir en Asie parce que j'étais jamais partie. Et j'avais bossé de fou et je travaillais aussi à côté pour pouvoir payer. Donc je m'étais dit que dans tous les cas, là où j'étais prise, j'allais aller. Oui, du coup, tu nous dis que c'est pas si compliqué de pouvoir partir. Est-ce que tu pourrais dire en quelques mots, quelle est la procédure à suivre, voilà, si je suis étudiante et je veux partir en Corée, au Japon, en Suisse Ouais, après, du coup, moi je suis en mobilité internationale. D'accord. Et après il y a le programme Erasmus. C'est 2 choses différentes, mais c'est la même chose. D'accord. C'est juste que Erasmus c'est Europe et mobilité internationale c'est tout le reste. Mais généralement, à la fac, en début d'année, septembre-octobre, il va y avoir une réunion avec le bureau des affaires internationales de la fac, généralement, pour nous expliquer comment faut faire, où est-ce qu'il faut aller. Donc nous, à AMU, on a la plateforme MoveOn, où on peut voir toutes les universités partenaires de la fac. Tu peux aller en Afrique, tu peux aller en Amérique, tu peux aller où tu veux. Il y aura forcément une université. Et donc ça va te mettre les liens pour te rediriger vers la fac. Et dès qu'ils vont ouvrir la plateforme MoveOn, donc là tu peux commencer tes démarches, choisir. En fait c'est comme Parcoursup.
Je vois. Voilà. C'est Parcoursup, mais pour la mobilité. Donc il faut lettre de motivation en anglais, il faut que tu aies un contrat d'études pour ton université étrangère. Donc tu vas sur le site de l'université, tu cherches un peu les cours, tu bidouilles. Les profs, ils s'en foutent. Hein. Franchement, ils vont juste signer ton papier, ils vont dire oui, allez, c'est bon. Et ils vérifient pas tant que ça. Et après, au bout de 2-3 mois, t'as les résultats. Ah, parfait. Ouais. Du coup, pas si compliqué au final. Franchement, c'est beaucoup de paperasse pour pas grand chose. Mais Mais au final, c'est que de la paperasse, il n'y a C'est pas ça. 15 000 entretiens, des choses à apporter. Il n'y a même pas d'entretien. Hein. D'accord. Non, il n'y a pas du tout d'entretien. Ils te prennent comme ça. Si t'as des très bonnes notes, t'auras la meilleure université. Oui. Si t'as des notes ok, bah, tu pourras avoir quand même une université cool, quoi. Bah, du coup, top. Et du coup, je laisserai ce du coup, c'est pas grave. Comment est-ce que tu as vécu au final, en fait, le moment de partir et ben, le retour? Comment ces deux périodes un peu charnières se sont passées pour toi? Bien et mal à la fois. Parce que l'année dernière, c'était pas la meilleure année de mon existence, même pas du tout. Et d'ailleurs, avant de vous lancer dans les projets, sentez-vous bien mentalement et tout ira bien parce que si ça va mal mentalement, ça va pas le faire du tout. J'étais trop contente de partir. Franchement, j'attendais que ça. J'avais pas trop d'a priori parce que voilà, je connais un peu, j'ai vu des vidéos. Mais il faisait très chaud. C'était très compliqué. La nourriture, dès les premiers jours, c'était très compliqué aussi. Mais j'étais trop contente parce que je découvrais et en vrai de vrai, je savais que ça allait être comme ça. Et sauf que la nourriture, ça a été très compliqué tout le long du séjour pour moi. Moi qui mange pas de viande. Enfin, même en Europe, en fait, on mange quasi pas de riz. Donc ton ventre, il est sans dessous tous les jours. Et la nourriture française, ça me manquait. Voilà, j'avais envie de manger du pain, j'avais envie de manger du fromage, j'avais envie de manger des légumes. Donc en fait, il y a un moment où je me languissais tellement de rentrer pour manger. Je disais à ma mère, bon, quand je rentre, tu me fais ça, je veux manger ça, parce que je me voyais gonfler à vue d'œil, je mangeais mal, j'étais mal, et en plus je suis tombée très malade là-bas à cause de la nourriture. Donc ça a beaucoup participé au fait que j'ai eu du mal à profiter sur le moment parce que j'avais déjà envie de repartir alors que j'étais là-bas et j'aurais dû profiter plus. Mais après, quand je suis partie et quand je suis rentrée, j'avais envie de repartir parce que j'avais oublié que la France c'était comme ça et je me suis dit finalement c'était pas si mal. Mais après, l'homme est un éternel insatisfait donc. Donc l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Exactement, c'est ça. Mais du coup, petite curiosité comme ça, quel est le plat qui t'a le plus manqué? En France? Ouais. Oh, putain, tout hein. Genre vraiment tout, parce que tu sais, des fois, parce que du coup, j'étais avec une copine à moi et on partageait la même chambre. Et tu sais, des fois, on était allongés comme ça sur le lit. Et on lui dit, attends, on se disait, attends, tu sais, quand on rentre en France, on va manger quoi? Et on se dit, viens, on mange ça. Viens, on mange ça. Mais tu sais, c'est genre random. Genre d'un coup, tu penses à ce plat français que tu ne manges jamais. Et tu te dis, ah, j'ai trop envie de manger ça. Ah, j'ai trop envie de manger tel fromage. Oh, tel biscuit, il me manque trop. Alors que je mange pas de biscuits français. Je mange pas de gâteau, j'en achète pas. Mais genre d'un coup les Daily Shock ça t'a manqué? Oui. Alors je peux te dire que quand j'ai trouvé des madeleines Saint-Michel, j'étais là et j'étais refaite. Oh la mondialisation. Ah ouais. Non mais tu vas au petit convenience store en bas du dortoir, tu vois des petites Saint-Michel, je me suis dit attends, mais c'est pour moi ça. Nature ou pépite? Nature. Et je l'ai trempé dans le jus en plus, c'était excellent. J'ai la vision. J'étais une kiffeuse quand même. C'est incroyable ça. Voilà. Alors, sans transition, encore une fois. Alors, sans transition, pas tout à fait. Mais quand tu étais en Corée, t'as quand même gardé un petit lien, si on peut appeler ça un petit lien, avec la France. Oui. Parce que tu as décidé de partager ton expérience sur les réseaux sociaux. Oui. Sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et j'ai fait quelques petits TikTok. YouTube, c'est Nadia KDB. Au cas où, si vous voulez aller voir, je fais des petits vlogs de quand je voyage, de quand je suis à la fac et tout. Et oui, parce que surtout, bon, j'ai pas beaucoup vlogué, mais j'aime bien quand même avoir des petites vidéos de ce que je fais pour me dire plus tard en mode ah ouais, j'ai fait ça, oui. Ah ouais, c'est vrai, j'ai fait ça, c'était trop cool, et quand je suis allée là, c'était trop bien et tout. Et même si c'est pas des gros vlogs de fou, en vrai, c'est trop cool. Et je regarde ça après avec nostalgie en mode ah, c'était trop mignon, je me rappelle, j'étais allée là et tout, c'était trop bien. Et du coup, allez la suivre.
parce que les vlogs de Nadia sont vraiment de grande qualité. Merci. Pour la suivre très personnellement sur TikTok, Instagram et YouTube. De toute façon, sur YouTube, il y a tous mes liens de tous mes réseaux. Allez-y. Voilà, je les mettrai tous en description. Merci. Comme ça, il y aura qu'à cliquer dessus. Merci. Donc Nadia, on va passer à la dernière question de ce podcast. Quelle est ton expression préférée ? Alors, déjà, moi, je suis une victime des réseaux, malheureusement. Donc, je parle beaucoup en ref. Mais après, ça compte pas comme des expressions. Mais j'ai réfléchi. Et je sais pas si c'est une expression, ce que je dis. Mais je dis toujours, si moi je le fais pas, personne va le faire à ma place. Et ça résume toute ma vie. Par exemple, dans mon taf, je suis aide-soignante avec des personnes en situation de polyhandicap, d'ailleurs. Et je me dis, en fait, si moi je fais pas le travail, personne va le faire à mes places. Pour partir en Corée, les démarches, tout ça, tu vois. Oui. Si je l'avais pas fait, qui l'aurait fait à ma place ? Personne, mis à part moi. Et je trouve que des fois, ça me remet un peu les idées en place de me dire, mais en fait, si tu le fais pas, Nadia, personne va le faire pour toi, donc bouge-toi le cul, quoi. Donc très bon mantra de vie. Exactement. Et sinon, ta rêve préférée ? Parce que comme ça, on est dans le thème. Parce que t'as dit que t'aimais les rêves, j'adore les rêves. Franchement, je dis tout le temps Kwakubé. Je veux pas lâcher, mais je dis tout le temps. Par exemple, quand je sais pas dire un mot, tu sais, j'ai pas le mot, je dis, mais tu sais, là, le Kwakubé, là. Je trouve que c'est très drôle. C'est pas du tout sérieux, mais tu sais, je dis le Kwakubé, ou genre, quand je suis choquée, je dis, ouais, Kwakubé, quoi. Moi, quand je suis un peu fière de moi, avec notre amie commune, Eva, on dit dab. Oui, je le dis beaucoup aussi, et ça fait des années que j'essaie de ramener le dab à la mode. Ça marche. 2013. Et ça marche pas. Alors, mais je continue. Pour parler en ref, il faut sachez que. Il faut sachez que. Le dab fait beaucoup rire. Je lâcherai pas le il faut sachez que. Ma mère, elle me regarde en mode. Ouais, il faut sachez que. Il faut sachez que pour les gens qui nous écoutent, Eva est derrière et elle valide le il faut sachez que. C'est trop drôle. Il faut sachez que. En plus, je valide. Quand tu commences à parler d'un truc sérieux et d'un coup tu dis il faut sachez que. Je trouve ça trop drôle. Parce que ça détend d'un coup l'atmosphère. Ouais, c'est ça. Voilà, je trouve ça cool. Tu t'embrouilles avec quelqu'un. Il faut sachez que. Écoute, tu vas sachez que, hein. Moi j'aime bien l'expression. Si ça continue, ça va cesser. Un jour, on était ensemble avec Eva et elle me dit si ça continue, ça va cesser, hein. C'est excellent. Je trouve ça trop drôle. J'aime beaucoup. Nadia, oui. Avant de dire au revoir oui. aux personnes qui nous écoutent, peux-tu rappeler l'endroit où on peut retrouver ton travail? Alors, sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. En général, Pinterest aussi, je poste des photos, voilà. Du coup, tu mettras les liens en description parce que j'ai pas le même nom de partout. Oui. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir invitée. C'était trop cool, je suis trop contente. Ouais, franchement, en plus c'est en mode podcast, tout mon rêve. En mode très chill, très ouais, discussion. En mode hot girls et tout, j'aime trop. Trop bien. Merci. Merci. Bisous. Gros bisous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le liker, le commenter et le partager. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et vous pouvez également me suivre sur Insta et TikTok avec le @ l'expression-podcast.